qui m'a donné envie d'être freelance, c'est le monde de l'entreprise. Je me lançais quand même dans l'inconnu, mais à la limite, moi, je préfère aller physiquement chez les clients que finalement je perdais confiance en fait qu'il allait signer et payer la prestation. C'est une forme de migration aussi vers l'entrepreneuriat, quoi. Si vous êtes chef de projet et que vous avez envie de devenir freelance, je vous propose de découvrir le témoignage de Martin, qui est chef de projet en freelance depuis maintenant plus de 4 ans. Il va nous raconter comment il s'est lancé, comment il a trouvé ses premiers clients, il va nous parler de l'erreur qu'il a faite sur l'une de ses premières missions et qui lui a servi de leçon, et il nous parlera aussi de son collectif de freelance, pourquoi il est si impliqué, qu'est-ce que ça lui apporte, et il nous expliquera pourquoi ça lui plaît autant aujourd'hui ce statut d'indépendant. Je vous laisse découvrir tout ça, restez bien jusqu'à la fin de l'échange, je vais vous parler de plusieurs choses qui vous aideront énormément si vous décidez de sauter le pas et de devenir freelance. Bonjour Martin, Bonjour. est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous expliquer ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Martin Blanchard, donc je suis freelance depuis 2017. Quand Je même. suis ingénieur de formation, pas forcément dans le numérique, et aujourd'hui, je suis plutôt freelance dans le numérique parce que c'est un secteur qui m'intéressait beaucoup. Et depuis 2017, j'ai participé à créer pas mal de choses en collectif, on va dire, parce que j'avais pas spécialement envie d'être un freelance tout seul. Et aussi parce que je fais de la gestion de projet et je me suis rendu compte assez vite que faire des projets, faire de la gestion de projet avec d'autres freelances, c'était quand même plus facile en fait de peut-être trouver des missions ou ce genre de choses. Donc du coup, j'ai participé à créer des groupes de freelance, enfin en tout cas regrouper des freelances pour pouvoir travailler avec eux, notamment au sein de ma coopérative, puisque moi je suis en portage salarial en coopérative, donc via Copanam en Île-de-France, et via le collectif, parce que entre-temps j'ai redéménagé sur Lyon, et donc maintenant je suis assez proche du collectif HappyDev que Oui, j'ai co-créé également. Voilà. d'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être freelance? Ce qui m'a donné envie d'être freelance, c'est le monde de l'entreprise. D'accord. C'est-à-dire que j'avais pas Ils spécialement t'ont envie de... dégoûté. Ouais, oui, ouais. Oui, oui, il y a une envie de liberté. Alors, il y avait à la fois envie d'être autonome, ça c'est Ouais. sûr, euh, et, euh, et d'être. Euh, alors, il y a. Ah oui, et d'être en coopérative. C'était important pour moi d'être en coopérative. Donc, en fait, euh, quand j'ai quand j'ai rencontré les CAE, enfin quand j'ai compris le fonctionnement d'une CAE, d'une coopérative d'activité et d'emploi, du coup je me suis dit, bah, en fait oui, ça c'est un bon moyen d'être en fait finalement autonome et en coopérative. Donc du coup j'ai sauté tout de suite dans le bain, quoi. D'accord, et tout à l'heure, tu disais que tu avais pas forcément envie d'être un freelance qui travaille tout seul. Est-ce que, au-delà de l'idée de travailler seul, il y a des choses qui te freinaient un petit peu, qui te faisaient dire: «Peut-être que je suis pas fait pour ça» ou «Peut-être que ça va pas me plaire»? Je me lançais quand même dans l'inconnu. Donc avant, je pense que j'ai pas trop eu d'appréhension Mmh. parce que je suis plutôt optimiste et que j'ai pas trop de soucis là-dessus. Par contre, comme je suis pas formé dans le numérique à la base, j'ai eu une crainte sur le fait de pouvoir justement accéder facilement à ce métier, enfin en tout cas au métier gestion de projet et autres que j'avais partiellement en fait touché du doigt en entreprise. Donc, D'accord, en fait, dans mon entreprise précédente, j'étais chef de projet, on va dire informatique, mais pas depuis très longtemps. ouais, Et je ne savais pas si l'environnement allait être le même, si c'était assez significatif pour pouvoir dire que c'était généralisable à des d'accord. futurs projets. Du coup, avant, avant de te lancer en freelance en tant que chef de projet, donc dans le digital, tu avais vraiment sur ce poste-là une expérience qui était assez réduite finalement? Ouais. Mm. D'accord, et avant, tu faisais chef de projet, mais sur d'autres sujets, si je comprends bien? Ah bah avant, je travaillais plutôt dans l'intégration mécanique et électronique. Donc, Ah oui, rien à voir. c'est un métier d'ingénieur généraliste, on va dire. Et non, c'était pas dans le numérique, quoi. C'était vraiment plus. Alors après, j'avais fait euh, il y avait quelques aspects logiciels, on va dire, mais assez sommaires.
Et donc, voilà, mais j'avais envie de. J'ai fait un projet d'entrepreneuriat aussi avant, encore avant, enfin, euh, donc avant d'être freelance. Et là, pour le coup, c'était dans le but de faire une application mobile euh, que je n'ai pas réalisée. En fait, bon, ça s'est arrêté avant, mais ça m'a permis aussi de me former sur des techno web et donc du coup de mettre un pied déjà dedans et puis de voir que ça me plaisait, que je comprenais le truc en tout cas. D'accord. Et du coup, au moment où tu t'es dit: «Bon, bah, c'est décidé, je me lance», c'est quoi la première chose que tu as faite? Hum, ben, c'est de rencontrer, enfin, c'est d'aller m'inscrire dans, enfin, faire de, le process d'inscription dans la CAE, en fait. C'est D'accord. ça qui m'a aidé parce que, en fait, les coopératives qui font ça, qui permettent de faire ça, il y a donc toutes les CAE de France, en général, enfin, quand je dis toutes les CAE de France, mais en tout cas la mienne, celle dans laquelle j'étais, ont un processus d'accompagnement, d'intégration euh, avec des ateliers, avec plusieurs séances, etc., qui permettent de rentrer dans le bain et d'apprendre pas mal de choses, tout en étant guidé en fait par la coopérative. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a évité de me dire qu'est-ce que je vais faire en premier, est-ce que je vais voir la CCI, est-ce que je vais voir Pôle emploi, est-ce que je vais voir ça. En fait, non, c'est la coopérative qui a joué ce rôle-là de me guider sur ben voilà comment tu vas facturer, voilà comment va se passer en fait ta comptabilité ou ce genre de choses. Et donc du coup, ça m'a permis d'avoir qu'un seul interlocuteur Mmh. qui soit en plus de ça mon employeur, puisque donc du coup, Ouais, le c'est but eux étant qui d'être facturent salarié. tes Ouais, clients et qui te reversent, le montant que tu as c'est ça. généré sous forme de salaire. D'accord, donc en fait, tu as été hyper bien accompagnée sur l'administratif, et côté commercial, comment est-ce que tu as trouvé ton premier client? Eh ben là, c'était un peu plus difficile parce que je savais pas trop où chercher et surtout, notamment avec le fait que j'avais pas forcément spécialement confiance dans mon expérience à ce moment-là. Et ce qui m'a aidé, c'est alors j'ai trouvé un client par Malte. Je me suis inscrit sur OK, Malte. Donc oui, donc en 2017. ouais, en OK, 2017. Euh, et euh, Alors ça, alors non, pardon, le client sur Malte, c'était en 2018 et en 2017, j'ai trouvé un premier client, alors c'était pas pas mal du coup, mais c'était via le collectif, donc du coup, un collectif de freelance. d'accord. OK, et est-ce que tu penses, aujourd'hui, avec un peu de recul, à une erreur de débutant que tu as faite au départ, que tu Alors conseilles aux autres d'éviter? oui, alors j'ai fait une erreur, ouais, avec mon premier client, j'ai fait une erreur, enfin je savais que je la faisais, c'est-à-dire que Mais tu l'as faite quand même? bah, c'est-à-dire qu'en fait, le client m'a mis une pression pour commencer en fait la mission alors qu'il n'avait pas encore fait, enfin il avait signé le devis et non, il n'avait même pas signé. En fait, on était d'accord sur le contrat, etc. Et il m'a dit, ce qui serait bien, c'est de commencer dans 2 jours parce que il y a une réunion avec les clients, c'est un grand compte, il y aura toute l'équipe, etc. Et moi, j'ai accepté. Et je lui ai dit, mais par contre, il faudra vraiment, enfin, moi, j'accepte, mais c'est exceptionnel parce que je veux pas, normalement, il faut signer le contrat avant et verser un acompte. Et en fait, j'avais assez confiance dans la personne euh, avec qui j'avais négocié le contrat, donc le PDG de l'entreprise. Sauf que en même temps que je suis rentré, il y a un directeur général qui est rentré en même temps et qui s'est retrouvé avec mon contrat dans les mains et qui lui a mis énormément de temps à me le signer et donc du coup me le payer. Et en fait, ça a créé un malaise qui fait que Oui. la mission s'est arrêtée au bout de 10 jours. Ah ouais. C'est-à-dire que plus les jours passaient et plus je leur disais, mais il faudrait peut-être signer le contrat, il faudrait peut-être le payer et tout. Et puis au bout de 10 jours, il m'a dit, ouais, mais en fait, t'es pas hyper impliqué, t'es pas ceci, t'es pas cela, machin, machin. Et en fait, c'était un moyen. En fait, il a attendu volontairement de pas signer mon contrat, soi-disant pour voir ce que je valais, alors qu'en fait, le fait qu'il ne le signe pas, ça a créé en fait un malaise qui faisait que ça marchait pas, quoi.
Et en Oui, puis plus de toi, ça, ça, si ton client signe pas, paye pas la compte, tu as du mal à être à fond, quoi. voilà, c'est ça. Et en fait, non seulement il y a eu ça, mais il y a eu le fait que bah, j'ai eu un interlocuteur différent que celui avec lequel j'ai négocié, alors que je pensais vraiment que mon interlocuteur c'était celui-ci. Et le fait d'avoir eu un directeur, on va dire, c'était un directeur de projet qui était nouveau, que je connaissais pas, avec qui j'avais pas parlé, ben en fait, mon rôle en fait était assez différent de celui que j'avais négocié avec la première personne. Et donc du coup, l'ensemble de tout ça fait que, en fait, il y a eu à la fois un malaise d'entente avec cette personne-là, à la fois un malaise moi sur ce que je devais faire, et à la fois un malaise sur le fait que finalement je perdais confiance en fait qu'il allait signer et payer la prestation. Donc en fait, bon, bah, voilà, en fait, ça a tout simplement explosé au bout de 10 Toutes les jours. conditions étaient réunies pour que ça puisse pas Voilà. fonctionner. Mais c'est vrai qu'au début, on a tendance à être souple. Je pense qu'aujourd'hui, tu n'accepterais pas de démarrer sans acompte, sans signature, et tu aurais Ben, raison. ouais, en fait, Quand c'est le premier, c'est très compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne beaucoup de freelance et on le fait jamais. En tout cas, après, il y a une question de confiance. Et pour le coup, j'avais confiance et je savais qu'il fallait pas le faire, mais j'avais confiance. Et je m'étais dit, bon, bah, après, je peux arrêter du jour au lendemain, je vais perdre que mon temps, et puis voilà. Et en fait, non seulement j'ai perdu, alors j'ai pas perdu mon temps, parce qu'en fait, j'ai été payé hein, sur ces 10 jours. Donc ça, c'est la bonne chose, c'est que au final, j'ai quand même été payé. Mais en fait, du coup, la prestation n'a duré que 10 jours. ouais, donc c'est pas Voilà. très intéressant. Alors ça, c'était le début. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, d'après toi, que ton activité, fonctionne bien? Bah, aujourd'hui, il y a toujours un fort impact du collectif, d'être entouré par d'autres personnes, de savoir ce qu'on fait, qu'on a déjà eu des expériences avec un tel, qui fait que ben, qu'on va penser à nous sur d'autres missions. Le fait aussi ben, qu'on commence à comprendre un peu mieux comment trier les clients ou les vraies demandes, des fausses demandes, ce genre de choses. On perd moins de temps sur l'avant-vente. Euh, voilà, ça c'est l'expérience. Moi, je dis toujours aux freelances, il faut quand même prévoir plusieurs mois avant de commencer à vivre de son activité. Donc en fait, il ne faut vraiment pas se lancer dans cette aventure si on n'a pas un peu de visibilité, ça c'est certain. Ouais, ouais, je suis d'accord. Soit, de l'argent de côté, soit la possibilité d'avoir des aides de Pôle emploi parce qu'on a pu faire une Voilà. rupture conventionnelle ou démissionner avec un projet de création d'entreprise et donc avoir les aides. Voilà. Ou alors, à Mais la ouais, limite, dans le cas exceptionnel, si on a déjà en fait un client tout de suite qui nous prend voilà, sur une bonne partie du temps en fait pour pouvoir commencer tout de suite à ne pas chercher de clients, quoi, tout ouais, simplement. qui donne de la visibilité. Et alors toi, depuis, ça fait quoi? 3 ans et demi, 3-4 ans que tu es lancé? C'est quoi le Ouais. moment le plus cool que tu as vécu dans ton quotidien de freelance? Ben, dans mon quotidien, bah, en fait, c'est le fait de pouvoir justement gérer son quotidien comme on veut. Ça, c'est une bonne chose. Le fait, d'être entouré, de pouvoir faire des événements aussi avec, des personnes avec qui, on s'entend bien, et surtout d'apprécier la liberté en fait, la liberté de travailler comme on veut. En fait, j'ai l'impression d'avoir perdu petit à petit, enfin de moins me rendre compte maintenant de l'avantage que c'est. Mais c'est vrai que j'ai eu certains moments très jouissifs, on va dire, où on est avec le PC portable presque sur la plage, sur un banc, et puis on travaille, quoi. Et ça c'est sympa, quoi, parce que en fait, on n'est pas dans un bureau et on peut, voilà, moi j'ai un PC portable, un téléphone, et je peux travailler d'où je veux, quoi. Donc ça c'est Ça, c'est très cool. vraiment le truc cool qui m'a bien plu. Et là, tu parles de travailler, sur un banc au bord de la plage. Est-ce que tu as souvent besoin d'aller physiquement chez tes clients? Alors, non, heureusement, parce que sinon j'aurais pas beaucoup bossé cette année, mais à la limite, moi je préfère aller physiquement chez les clients. Ouais. Ça dépend en fait, ça dépend des projets, ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend, la gestion de projet, enfin aujourd'hui on a des bons outils hein, pour faire, des bons outils numériques, pour pouvoir, dématérialiser beaucoup de choses. Heu, donc
on peut pratiquement tout faire à distance. La plupart des clients, enfin, j'étais étonné de voir qu'il y a quand même beaucoup de clients qui sont pas du tout contre cette méthode de travail. Par contre, dès qu'on va aller être en régie, enfin, il y en a certains, oui, qui vont pas laisser le choix, quoi. Il faut être en présentiel sur place. Et ça, bon, à la limite, c'est normal. J'ai quand même tendance à dire qu'on travaille mieux et qu'on est plus efficace en présentiel. Et alors tout à l'heure, tu parlais de mieux choisir tes clients. Toi, le fait qu'un client te dise, «Je te veux, 2 jours par semaine et ces 2 jours par semaine, je veux que tu viennes les faire chez moi», c'est pas un truc qui te fait dire: «Bah, je travaille pas avec ce client» ou Non, parce que sortir de chez moi, ça me fait du bien. Et en plus de ça, moi, enfin, je fais de la gestion de projet et donc c'est beaucoup de relationnel. ouais, Et le relationnel au téléphone, pour moi, c'est vraiment moins efficace. Après, même si on doit être en présentiel, on fait quand même beaucoup de visio et ce genre de choses, hein, parce que tout le monde n'est pas tout le temps là. Surtout cette année, c'était assez compliqué. Et les développeurs, ils aiment bien travailler. Bah, ils n'ont pas besoin, on va dire, d'être physiquement sur place. Ils vont pouvoir travailler à distance. On va pouvoir aussi, d'une certaine façon, suivre le travail qu'ils fournissent. Mais du coup, ça impose de faire des visios et, euh, et pas de présentiel. Mais ouais, moi, je trouve que le présentiel, quand on parle aux gens, on est vachement plus efficace. Et puis surtout, on n'a pas besoin de prendre le téléphone pour dire un truc qui prend 2 minutes. ouais. Euh, voilà, on peut le dire un peu quand c'est le bon moment, quoi. Et alors du coup, tu es très impliqué dans un collectif de freelance. Comment tu gères un peu ton organisation entre le temps que tu consacres à ça et à ton temps vraiment de mission? Alors, ben, c'est un peu le piège, hein. C'est-à-dire qu'on aime bien se consacrer des fois à un projet autre que du travail, notamment animer un collectif, ou ça peut être Ah, autre c'est chose d'ailleurs. intéressant parce que du coup pour toi, c'est pas vraiment du travail? De quoi? Animer le collectif? Ouais. Alors, si ça en est, mais on a du mal à le. Enfin, ouais, on a du mal à le revendiquer comme un travail, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit on fait partie d'un collectif, donc en fait, on s'entraide, on participe au collectif, etc. Et c'est vrai que c'est un piège parce que ça prend beaucoup de temps et c'est pas forcément équitable. Donc, quand je dis c'est pas forcément équitable, c'est qu'on peut assez vite être frustré des uns et des autres au niveau de l'implication que va pouvoir mettre chacun. Des fois, on va en mettre beaucoup plus que les autres, et puis du coup, on va avoir tendance à reprocher aux autres un manque d'implication, voilà, et puis les autres peuvent nous reprocher d'être trop impliqués. Enfin voilà, sur plein d'aspects, il y a énormément euh, de possibilités de divergence et de possibilités de frustration. Mais en tout cas, c'est important de comprendre que c'est un travail, oui, effectivement, parce que ça demande du temps, etc. Et le but du collectif, c'est quand même euh, de, d'apporter un plus dans son travail. Donc en fait, ça reste. C'est pas un collectif juste pour s'amuser, boire des coups, même si ça fait partie des avantages d'être en collectif, mais c'est aussi parce que ça apporte quelque chose dans son activité, et donc du coup enfin, voilà, ça fait partie de l'activité. Et De ce que je comprends, peut-être aussi que le temps que tu consacres à ça, ça remplace un peu le temps que tu passerais à la prospection parce que ça semble t'amener beaucoup de missions? oui, ça apporte des missions parce que le fait d'être proches les uns des autres dans un collectif fait que en fait, on se connaît, on se fait confiance, et donc du coup, on se passe très facilement des missions. Et c'est vraiment le but. Donc du coup, effectivement, oui, ça apporte des missions, ça apporte des opportunités, ça rassure aussi parce qu'on peut poser des questions, ça apporte pas mal de choses. Et c'est vrai que nous, on est un collectif très orienté de travail, dans le sens où euh, le collectif euh, travaille, enfin, le collectif sert à faire des projets. Il sert vraiment à ça. Ouais. C'est pas c'est pas juste un endroit où on peut échanger entre nous. C'est surtout un endroit pour faire des projets. En tout cas, le collectif a été pensé comme ça. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes ton choix? Est-ce que tu pourrais envisager de retourner vers le salariat? Euh, non, mais
Enfin, c'est pas spécialement le salariat qui me dérange, hein. Ça dépend de plein de choses, hein. Ça dépend de l'entreprise, ça dépend, voilà, moi, s'il y a un client qui me dit, bah, j'aimerais bien te prendre en mi-temps pendant 1 an, et puis que l'autre partie de mon temps, je fais ce que je veux et j'ai toujours mon statut d'indépendant, bon, bah, ça me dérange pas, hein. Après, ça dépend vraiment du client, quoi. Faut que le client soit, un- enfin, soit ouvert, en tout cas qu'on soit en phase et qu'on qu'on apprécie en fait de travailler ensemble et dans les conditions qui sont définies. Et Oui, parce qu'effectivement, sinon autant rester autonome. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que ça serait quand même assez difficile euh, de, de faire une croix sur certaines choses. Enfin, ça dépend vraiment des obligations qu'il y a. Et puis l'autonomie est appréciable. Donc, je pense que je pourrais difficilement lâcher le statut à 100%, lâcher ce statut-là, ça serait difficile. Ça, je ouais, te comprends. effectivement. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour 2021, par exemple, pour, de- 2021 et les années pour la qui vont suite, arriver après. ouais. Ben, moins de confinement, je pense qu'il y en aura moins, mais ouais, euh, un peu plus de liberté. Bon, ça, je pense que ce soit moi ou n'importe qui, je pense qu'on a tous besoin de ça cette année et au niveau mondial. Mais oui, après, voilà, puis c'est de trouver des projets intéressants. Surtout, ce qui est difficile, c'est d'arriver à trouver des projets qui motivent euh, comme pourrait motiver un hobby, quoi, en fait, c'est-à-dire une passion. Le Graal, je pense, de la personne qui est autonome, c'est de travailler vraiment dans le projet avec les projets qui sont en phase avec tout ce qu'il a envie de faire dans la vie, quoi. Ouais, Et ça, c'est pas évident à chacun des projets. Donc, du coup, ouais, c'est ça que je recherche toujours un petit peu au fur et à mesure des clients. bah écoute, c'est super, c'est très positif comme témoignage. Ça veut dire que ta difficulté aujourd'hui, c'est pas du tout est-ce que je vais continuer d'avoir des missions, des clients, c'est est-ce que je vais pouvoir trouver des choses qui me font vraiment vibrer. Mm. Et bon, c'est hyper positif ça. Après, l'avantage aussi d'être autonome, c'est qu'on peut aussi se consacrer à des projets un peu plus personnels en parallèle, donc consacrer un peu plus de son temps de travail à ce genre de projet. Moi, c'est ce que je fais aussi. Et, euh, et donc, du coup, euh, petit à petit aussi, arriver à migrer de plus en plus vers des projets qui soient personnels que des projets de clients, même si certains projets clients sont intéressants. Donc, ouais. C'est une forme de migration aussi vers l'entrepreneuriat, quoi. Ça, Ouais, c'est une évolution qui semble assez naturelle pour plein de Mm, freelances, je ouais. crois, qui entrevoient un peu tout ça. C'est ouais, je comprends, j'ai un peu ce ressenti-là aussi. Bah, merci beaucoup, je pense que c'est plein de bons conseils. L'importance du réseau, l'importance de ne pas rester tout seul, c'est hyper important tout ça. Yes, bah merci à toi. Et ben, grand merci. Alors moi, je voulais revenir sur 2 points qui me marquent particulièrement et que je veux que vous reteniez. La première chose, c'est que Martin, il est chef de projet digital et il avait presque pas d'expérience du digital avant de se lancer. Pourtant, il s'en sort très bien. Donc attention, ne vous laissez pas bloquer par votre syndrome de l'imposteur. Tout va bien se passer. Et la deuxième chose, c'est la puissance du collectif, de la communauté. C'est hyper important pour plusieurs raisons, parce que vous vous sentez moins seul, vous avez des gens à qui poser vos questions, et en plus, comme Martin nous l'a expliqué, ça peut vous permettre de trouver plein de clients, plein de missions hyper sympas. Alors si ça vous a convaincu de vous lancer, je vous invite déjà à faire 2 choses. La première, c'est aller consulter toutes les ressources que je propose. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube, il y a le blog, il y a la boîte à outils avec plusieurs documents qui vous seront utiles. Et tous les lundis à midi, je suis sur YouTube Live en direct pour la permanence des freelances. C'est un moment pendant lequel vous allez pouvoir me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit concernant le freelancing. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je propose une formation qui va vous permettre de démarrer votre activité freelance sereinement et de réussir ce démarrage. Cette formation, elle se passe 100% à distance et elle est éligible dans le cadre de votre CPF ou par Pôle emploi par exemple. On y aborde les piliers qui vous permettront de construire une activité qui va fonctionner et qui va durer. On va construire votre projet ensemble, on va construire votre offre commerciale, votre proposition de service, définir vos tarifs. On verra aussi les côtés administratifs, les côtés organisation
et surtout on verra comment trouver des clients et comment les garder. Voilà, toutes les infos sont sur la page dont le lien est juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à aller voir ça tout de suite. Si vous avez la moindre question, vous m'écrivez et je vous répondrai très vite. Je vous dis à bientôt.